Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce matin, deuxième jour du salon, avec trois intervenants. Nous allons parler du cadre technique et réglementaire des conducteurs de grues auxiliaires, communément aussi appelés camions-grues et plein d'autres noms, on pourra le voir. François-Xavier Arteri, bonjour. Bonjour. Et alors vous êtes expert en prévention des risques professionnels pour l'INRS sur les appareils de levage. Alors le marché des grues auxiliaires est encadré par des normes, par des règles. On va faire le point aujourd'hui sur le métier de conducteur de grue auxiliaire avec vous. François-Xavier Arteri, aujourd'hui, il y a des risques quand même qui peuvent être rencontrés sur les chantiers avec ce type de produit. Oui. Alors, il y a les systèmes de sécurité que le fabricant met en place, mais derrière, il y a vraiment l'usage et l'environnement dans lequel il se trouve. À quoi il peut être confronté, ce conducteur levageur? Il y a différentes familles de dangers. Il faut bien voir qu'un appareil, même s'il est conforme, même s'il est conçu par rapport à un cadre d'emploi, il faut veiller au bon respect du cadre d'emploi. D'où la formation des conducteurs. Puisque la question est sur les différentes familles de dangers, il y a déjà la famille de dangers liée à l'environnement dans lequel on utilise la grue. Le fabricant va dire vous ne devez jamais vous approcher à moins de 3 mètres ou 5 mètres d'une ligne électrique haute tension, par exemple. Mais vous pouvez vous retrouver sur un chantier où vous avez effectivement ces lignes haute tension. Donc, il faut bien les identifier et mettre les mesures de prévention adaptées. Il y a la portance du terrain. On parlait tout à l'heure de stabilisateurs qui contribuent à la stabilisation de la grue. Et donc, il y a une descente de charge sur le terrain. Il faut que le terrain ait une résistance qui soit adaptée à ces efforts. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir une rupture de terrain et un renversement donc de la grue. Il y a le dévers et la pente du terrain, puisque la grue doit toujours être utilisée à l'horizontale. Donc en fait, même si le fabricant fait des choses conformes, il faut quand même que l'utilisateur veille à la bonne adéquation de l'environnement vis-à-vis de l'utilisation. Donc ça, c'est la première famille de danger, l'environnement. La deuxième, c'est lié à la manutention des charges. On est confronté à tous les risques liés à la manutention de charges, un mauvais élingage, des ruptures d'accessoires parce qu'on les a mal mis en œuvre. Une mauvaise maîtrise du ballon. Le ballon, c'est quoi? C'est vous déplacer une charge d'un point A à un point B. Durant ce déplacement, si vous maîtrisez mal le mouvement de la charge, vous pouvez percuter un salarié ou une personne. Même si on veille à exclure les gens. Il y a un périmètre de sécurité autour de ce type de grue. Normalement, on doit le mettre, mais c'est jamais... À peu près, normalement, c'est combien de mètres autour de l'engin? C'est sur la zone sur laquelle vous allez faire la manutention. Oui. Si vous allez décharger au pied du camion, vous n'allez pas faire une zone très, très étendue. Si vous devez décharger très loin, vous allez avoir des zones de périmètre plutôt sur la zone proche du camion et sur la zone de déchargement. Après, c'est l'analyse de risque qui est faite sur le terrain. Et la troisième famille, ça va être les risques de chute. À la fois les chutes liées aux montées-descentes d'engins, puisqu'on a des choses à décharger qui se trouvent sur un plateau de camion qui malheureusement n'est pas sécurisé par rapport au risque de chute de hauteur. Et le risque de chute de plein pied, notamment quand on utilise des radiocommandes et qu'on va se déplacer tout en manœuvrant, ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Mais si on se déplaçait tout en manœuvrant la charge, vous êtes focalisé sur la charge, vos pieds, vous pouvez très bien trébucher sur un obstacle au sol. Normalement, on est fixe. En théorie, c'est des mesures organisationnelles, donc c'est jamais une fiabilité à 100%. Il peut être seul. La personne peut être seule pour travailler. On demande toujours à ce que la situation de travail isolée n'est pas acceptable. Il faut toujours être à minima 2 sur un chantier pour faire ce genre de manœuvre. On aura toujours besoin de toute façon d'être à minima 2 si on veut travailler en sécurité. En tant que préventeur, je ne peux que recommander d'être à minima à 2 sur un chantier. François-Xavier, quel cadre entoure ces conducteurs aujourd'hui, à la fois conducteurs et levageurs? Oui, bien entendu, il y a de nombreuses obligations qui incombent au chef d'établissement, dont l'obligation de formation du salarié. Si on résume un petit peu sur les cadres, en dehors de l'obligation d'avoir le permis de conduire, d'avoir les formations obligatoires pour le transport de marchandises, ce qui est vraiment lié au code du travail et à la conduite des grues auxiliaires, il faut déjà que le salarié soit apte à la conduite. Donc il y a une aptitude médicale délivrée par un médecin du travail, avec un suivi individuel renforcé. Tous les 2 ans à minima, il doit faire sa visite médicale. Deuxième point, il doit avoir été informé de toutes les consignes de sécurité propres au chantier. Il doit avoir été formé à la conduite en sécurité de sa grue, de son équipement spécifique. Ça, c'est clairement indiqué dans le Code du travail. C'est l'article R4323-55. Et il doit avoir été évalué. Il doit avoir eu une évaluation de compétences et de connaissances. Un des bons moyens de démontrer cette compétence, c'est de passer un CACES. Donc, il y a un CACES
Il y a une catégorie pour ce... En fait, pour le K16 sur la famille R490, il n'y a qu'un K16, option poste fixe, et il y a une option pour la radiocommande. On va dire que presque l'option, c'est devenu le K16 poste fixe. Ok. Oui, il est généralement écrit en fait. C'est une évidence, voilà. Déjà, en fait, il y a ces 4 obligations assez fortes en matière de formation du personnel. C'est des obligations qui incombent au chef d'établissement. Et après, il y a d'autres obligations liées au maintien, notamment en état, de l'équipement. Un équipement, il a beau être conforme quand on l'achète, il faut veiller à le maintenir dans le bon état de conservation et de veiller à ce qu'on l'utilise conformément à ce qu'a prévu le fabricant. C'est ce qu'on appelle l'examen d'adéquation. Un examen d'adéquation doit être fait. On ne peut pas reprocher tout au fabricant, même si aujourd'hui il y a un contrôle de déploiement de stabilisateurs depuis une quinzaine d'années. Mais on se doit de matérialiser, de formaliser par écrit cet examen d'adéquation pour vérifier que le salarié puisse bien travailler avec son engin pour toute sécurité. Je peux ajouter une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'arrêté du 1er mars vise à déceler en temps utile toute défectuosité susceptible de créer des dangers pour les personnes. Donc toute anomalie signalée sur ces rapports de vérification générale périodique peuvent conduire à un danger grave pour le personnel. D'accord ? Ce qui est un peu différent des opérations de maintenance, qui vise à maintenir dans le bon état opérationnel l'équipement, mais il ne faut pas confondre en fait les deux choses. Toute anomalie dans une VGP aurait dû déjà être vue au titre de la maintenance. Bon. Mais par contre, toutes ces anomalies qui sont décelées visent à prévenir la santé et la sécurité du personnel. Donc effectivement, un gros donneur d'ordre va être très sensible. En disant, vous avez tant d'observations, votre équipement, vous n'en servez pas chez nous. C'est très intéressant comme point. En fait, il y a eu beaucoup de débats au niveau européen. Ce qu'il faut voir, c'est que les grues qu'on appelait avant grues auxiliaires au transport, maintenant ce sont des grues de chargement. C'est juste le terme qui a changé. Ces grues étaient conçues pour charger et décharger un camion. C'est ça. C'était auxiliaire au transport, mais c'était dans le cadre du transport. C'était pas pour faire de la construction. Oui, ça reste pas sur le site toute la journée à faire des opérations de levage. Oui, mais aujourd'hui, on le voit. Historiquement, en France, on avait une norme sur les grues de chargement avant les directives machines, donc avant 1995. Donc, ça parle à des gens qui ont un certain âge, où ils étaient limités en tonnage. Donc, on parlait d'équipements qui étaient bien standardisés de petit tonnage. Avec la directive machine et l'avènement de l'EN 12999, il n'y a plus de limitation de tonnage. Donc, elles se sont mises à concurrencer les grues mobiles. Dans le champ d'application, on dit qu'une grue de chargement, c'est quelque chose qui doit avoir une capacité, doit être installé sur un porteur ayant une capacité résiduelle d'emport de charge. Mais ça n'a jamais été défini. C'est quoi cet emport de charge? C'est une caisse de bière? Voilà. Donc, la différence avec la norme grue mobile, aujourd'hui, ça pose question. Et très léger. Schématiquement, on va vous dire une grue de chargement, on voit bien, il y a un plateau avec une capacité résiduelle d'emport de charge et c'est fait pour charger et décharger ces fameuses charges. Mais comme on n'a jamais défini c'est quoi, c'est 2 tonnes, c'est 3 tonnes, c'est 10 tonnes, c'est un pourcentage de la capacité d'emport du camion. On peut dire que même une grue mobile, vous mettez une caisse de bière, vous pouvez une caisse de boulons et vous emportez bien des charges. Voilà. Donc après, où il faut relativiser les choses, c'est que les deux normes, c'est des normes sécuritaires. Qu'on prenne un champ ou un autre, elles n'ont pas exactement les mêmes dispositifs de sécurité. Le contrôle de déploiement des stabilisateurs n'est pas encore exigé sur les grues mobiles, il est exigé sur les grues de chargement. Elles vivent chacune leur vie avec un niveau de sécurité équivalente. Aujourd'hui, elles respectent les exigences. Mais c'est vrai que ça pose question, notamment en matière de calcul. Pour conclure ce moment d'échange, un vide juridique sur la partie contrat entre levage et transport, et puis en termes d'usage des engins, en tout cas de capacité à lever les charges. Oui, l'examen d'adéquation. Ouais. C'est vrai que les grues de chargement, très souvent, ils peuvent avoir 4 stabilisateurs, mais très souvent, ils en ont 2. On a dit tout à l'heure qu'il fallait les utiliser à l'horizontale. C'est vrai que les réglages sont plus simples sur une grue mobile qui comporte en général 4 stabilisateurs que sur une grue de chargement. Donc on retrouve des fois des grues de chargement qui ne sont pas utilisées conformément à ce que préconise le fabricant. Parce que vous êtes en pente, vous réglez bien le dévers latéral, mais pas du tout la pente. Merci à tous les trois pour votre éclairage.